Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à votre émission Monde Politique de la radio Watt FM et de la télévision Free TV. Monde Politique parle d'aujourd'hui de politique publique et de services publics. Et l'invité, c'est Monsieur Nicolas Zemané. Il est gestionnaire des politiques publiques. Il a été conseiller spécial à la primature, chef du département des affaires politiques, diplomatiques et institutionnelles de la primature. Actuellement, il est enseignant à l'université Norbert Zongo en droit public, en droit de la fonction publique, enseignant à l'ENAM des institutions administratives comparées. Avec lui, comme je l'ai dit, il sera question de comprendre les notions de politique publique, de services publics et aussi de l'actualité ces derniers temps où on parle de la dépolitisation de l'administration burkinabé. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est une utopie? On en parle avec notre invité. Bonjour, Monsieur Zemané. Bonjour, Monsieur Bougma, et heureux d'être là ce matin. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Alors, très rapidement, nous allons faire connaissance des notions avant d'avancer. D'accord. Vous êtes gestionnaire des politiques publiques. Qu'est-ce qu'on entend par politique publique? Alors, merci encore une fois pour cette invitation. Je vais aller un peu simple pour que nos téléspectateurs nous comprennent, parce que si je vais rentrer dans toutes les théories, ça va être assez difficile à comprendre pour certaines personnes. Mais quand on parle de politique publique, d'une manière générale, c'est l'ensemble des activités qui sont portées par l'État, par le pouvoir politique, en vue de satisfaire l'intérêt général. Si vous voulez, ce sont les productions étatiques qui visent à satisfaire le besoin des populations dans le cadre d'un État. Et ces politiques publiques sont diverses et diversifiées, puisqu'elles vont de la santé à l'éducation, en passant par la défense jusqu'aux relations extérieures. C'est pourquoi on peut parler de politique publique de l'éducation, politique publique de l'enseignement supérieur, politique publique des affaires étrangères, etc., etc. Donc on va dire ce sont les projets d'activité qu'un gouvernement, généralement légitime ou pas, pose pour satisfaire les besoins de ces populations. D'accord, mais on entend parler de service public. Qu'est-ce que le service public? Le service public, si vous voulez, ça c'est un aspect un peu plus en bas de la politique publique qui est plus générale. Le service public, c'est l'ensemble des personnes et des moyens qui sont utilisés par le gouvernement principalement afin de satisfaire l'intérêt général. Donc on dira par exemple que le ministère est un service public. On dira aussi que l'université est un service public, l'hôpital est un service public. Donc il y a le sens organique qui veut dire que l'ensemble du personnel et des moyens utilisés pour satisfaire l'intérêt général, mais il y a aussi le sens matériel qui est que tout service public est toujours destiné à satisfaire un intérêt général et il est organisé sur la base de règles spéciales, ce qu'on appelle les règles d'autorité. C'est ce qui distingue par exemple le service public d'un service d'intérêt commun mené par une personne privée. Par exemple, Feu Oumarou Kanazou a construit des voies. Ces voies sont d'intérêt commun, mais ce n'est pas de service public, puisque en construisant, il n'a pas usé de ce que nous appelons les prérogatives exorbitantes de droit commun. Voilà la différence fondamentale. D'accord. Alors, politique publique, service public, quels sont les fondements des politiques publiques? C'est fondé sur quoi? Bon, j'aime dire que tout est fondé sur le peuple. Parce qu'en réalité, si vous partez de la conception même de l'État, l'État n'a de sens que lorsque le travail fait par les autorités va à la satisfaction des besoins du peuple. Donc que ce soit les politiques publiques ou le service public, c'est fondé par le peuple. C'est d'ailleurs ce qui explique pourquoi, lorsque les candidats à la présidence vont à la recherche de l'électorat, ils vont avec des projets politiques. Ces projets politiques-là sont en réalité le futur contenu des politiques publiques qui vont être mises en œuvre lorsque un ou l'autre sera élu. Donc, vous allez voir qu'ils vont vendre leurs projets à la population qui choisit celui ou celle en tout cas qui a le meilleur projet et lui donne quitus de venir exécuter. Donc dès à présent, quand le pouvoir politique est mis en place, le service public se met en branle afin de rendre ça opérationnel. Donc si vous voulez, les politiques publiques sont du ressort du pouvoir politique, le service public est du ressort de l'autorité administrative. Ah d'accord, donc le service public, lui, il est du ressort de l'autorité administrative. Alors maintenant, l'une des particularités du service public, c'est qu'il ne doit pas discontinuer. Tout à fait. Comment est-ce que, quand il y a des crises, comment est-ce qu'on maintient le service public, même quand il y a des crises? Parce que paraît que le fondement, c'est que ça doit continuer. Tout à fait. Le service public a trois principes fondamentaux, comme nous on aime à le dire, oui, dont le principe de continuité que vous évoquiez tantôt. Il y a aussi le principe d'égalité et le principe d'adaptation ou de mutabilité. Le principe de continuité, qui est l'objet de votre question, sous-tend que le service public ne doit jamais être en berne.
Parce que lorsqu'il est en berne, c'est l'État qui est en berne. C'est pourquoi d'ailleurs, je mets une parenthèse, même quand il y a un coup d'État, rapidement, il y a une note qui sort pour demander à certaines autorités d'exécuter les affaires courantes. Ça permet à l'État d'exister. L'État ne peut exister que par la légitimité de son action en faveur du peuple. Dans cette continuité sous-tend qu'il ne doit pas y avoir d'interruption du service public, sauf les interruptions prévues par les règlements et les lois. Ces interruptions sont notamment les congés, les jours fériés, et certains services publics peuvent fonctionner de façon saisonnière aussi. Donc ce principe, comme je l'ai dit, il est sain, il est sacro-saint, il est fondamental parce qu'il maintient l'État en survie. D'accord, vous avez parlé aussi du principe d'adaptabilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Le principe d'adaptabilité ou de mutabilité, c'est le principe qui sous-tend que l'administration publique doit évoluer en fonction des besoins du peuple. Okay. Voilà, ce qui fait que le peuple ou l'administration ou le fonctionnaire ne peuvent pas se prévaloir du maintien d'un service public dès lors que celui-ci n'est plus utile. Par exemple, aujourd'hui, grâce à la technologie, il y a des services publics qui ont disparu. Il y a des services publics qui sont nés pour toujours s'adapter au contexte, aux besoins, au contexte, à l'évolution. Je vais me prendre dans le cadre de mes cours l'exemple du transport en commun. Nous avons vu X9, après Sotraco est parti et puis c'est revenu. C'est toujours en fonction des évolutions. Ça peut être lié à des évolutions économiques, technologiques, sociales, même politiques, puisque d'un régime politique à un autre régime politique, le service public n'est toujours pas le même. Il y a le principe, enfin, puisque je sais que vous allez le poser, le principe d'égalité, oui, qui est tiré clairement de notre article 1er de la Constitution, qui va du principe que tous les Burkinabés naissent libres et égaux en droit et en devoir. Ce principe d'égalité sous-tend que l'administration publique doit toujours fonctionner sans tenir compte des disparités qu'il existe entre les usagers. Donc, en tenant compte de l'égalité parfaite entre tous les Burkinabés et tous les usagers. Donc, pas de discrimination liée à l'ethnie, à la religion, à la race, etc., etc. Et ce principe d'égalité aussi a une conséquence que j'aime bien. C'est ce principe qui fait que l'accès au service public, que ce soit en tant qu'usager ou en tant que fonctionnaire, est fondé sur l'égal accès par la chance. C'est-à-dire, il y a les concours directs qui montrent que pour accéder à la fonction publique, il faut être d'abord burkinabé et avoir les mêmes chances que les autres burkinabés étant dans vos conditions. D'accord. Alors on entend aussi parler de l'administration publique. Oui. Qu'est-ce que l'administration publique? L'administration publique, si vous voulez, j'aime dire, c'est le bras séculier du pouvoir politique. Okay. L'administration publique, si vous voulez, c'est l'outil que le pouvoir politique utilise pour satisfaire, ou du moins pour obéir aux besoins de la population, puisque lorsqu'on est politique, c'est plus obéir, puisque vous avez fait une promesse, vous devez exécuter la promesse. C'est un bras séculier. Si fait qu'il est là, elle est là du moins l'administration publique pour toute autorité politique. D'où son lien séculier, son lien inséparable avec le pouvoir politique, et ce, dans tous les pays au monde. Et l'administration, tout court, on entend parler de l'administration, mais ça renvoie à la même chose. Non, l'administration, tout court, ça relève de ce qu'on appelle, si vous voulez, une définition assez étymologique, c'est gérer. Administrer, c'est gérer, c'est conduire. Donc quand vous prenez l'administration, elle existe autant dans le privé que dans le public. Ici, à True TV, vous avez une administration, vous faites de l'administration, même des affaires de la télévision, c'est une manière de conduire afin d'atteindre des résultats. Sauf que dans le cadre public, le résultat, c'est toujours l'intérêt général. D'accord. Vous avez dit que les politiques publiques émanent des peuples, autrement dit, c'est le peuple qui confère les politiques publiques leur existence et l'administration publique. Bien sûr. Bien sûr, là, je parle en tant que démocrate, en tant que républicain. Nous sommes dans des systèmes démocratiques aujourd'hui. Sinon, il y a eu des temps, il y a même des pays où les politiques publiques émanent de la volonté d'une seule personne, oui, où le monarque décide de ce qui est bon pour le peuple ou pas. Mais aujourd'hui, les États ont un peu évolué, au point où on est arrivé au point où il faut tenir compte de ce que le peuple a vraiment besoin pour pouvoir être, par exemple, élu. C'est pourquoi celui qui présente le projet politique le plus en phase avec les besoins du peuple a plus de chances d'être élu. Voilà, donc pour moi, c'est dans ce sens. Sinon, si on prend les régimes autocratiques où il y a des politiques publiques, vous allez voir que la volonté du seul monarque suffit parfois à dicter le type de politique publique à mener. Alors, et notre administration, c'est vrai qu'elle tire son essence avec la colonisation, la création de la République et tout jusqu'à ce qu'on arrive aujourd'hui au Burkina Faso. L'origine, est-ce que notre administration a connu également certaines mutations en fonction des pouvoirs du moment?
Bon, mais les choses n'ont véritablement pas bougé. Non, nous avons connu même, je l'ai dit, une évolution assez exponentielle, hein, parce que c'est vrai qu'on a une administration, si vous voulez, je vais parler juste de l'administration à partir de l'indépendance. Oui. Voilà, parce que si on va parler de l'administration précoloniale et pré-indépendance, c'est pas évident. Mais quand vous prenez de 60 à maintenant, notre administration a beaucoup évolué. C'est vrai que nous avons hérité d'un type d'administration français qui est toujours là, mais les évolutions qu'a connues l'administration française, ces évolutions nous ont atteints d'une manière plus rapidement que celle française. C'est ce qui d'ailleurs peut-être pose problème, parce qu'on est parti d'un système purement wébérien à un système aujourd'hui où c'est la nouvelle gestion publique qui nous exige de mettre en place de nouvelles techniques de gestion. Alors le modèle wébérien, comme on le sait, c'est un modèle qui est fondé fondamentalement sur la hiérarchie et sur l'ordre. Ce qui fait que le fonctionnaire ne peut rien faire s'il ne reçoit pas un ordre. Voilà. Donc c'est un modèle vertical qui veut que l'objectif soit toujours la volonté du pouvoir politique. Donc l'administration est soumise en ce moment au pouvoir politique. Le président fait une lettre de mission au Premier ministre qui exécute avec ses ministres. Et après, ils vont rendre compte à l'Assemblée. Dans ce type d'administration existe encore, je le dis, dans notre contexte, mais il y a des évolutions qui se sont juxtées à cela. Notamment l'arrivée de ce qu'on appelle les exigences de la nouvelle gestion publique, qui demande de plus en plus que l'administration ne soit plus la seule à gérer la chose publique. Aujourd'hui, notre administration publique, ou si vous voulez, nos politiques publiques sont ouvertes au secteur privé, à travers notamment les passations du marché public. Et ce qu'on a appelé l'ère de l'administration économique, où il n'est plus question seulement de chercher à satisfaire l'intérêt général, mais chercher l'intérêt général en y ajoutant de l'efficacité et de l'efficience. Or, c'est dans le privé qu'il y a ces valeurs d'efficacité et d'efficience. Donc, c'est pourquoi on a invité l'administration aujourd'hui à collaborer avec le privé afin d'atteindre les résultats que nous avons aujourd'hui. Mais bien sûr, tout cela doit être accompagné de bonne gouvernance. C'est la dernière trouvaille que la Banque mondiale et le FMI nous ont envoyée, qui fait que malgré le fait que l'administration soit économique, puisque l'un des mots justement de cette administration de type économique là, c'est que ça a contribué à la naissance d'un fléau qu'on appelle la corruption. Et cette corruption, on a forcément besoin de la bonne gouvernance, des valeurs de la bonne gouvernance pour lutter contre elle, afin de garantir toujours l'accomplissement de l'intérêt général. Autrement dit, avec l'administration économique, comme vous l'avez dit, on n'a pas su mettre des garde-fous pour éviter les corruptions dont vous parlez. Oui, mais dit comme ça, c'est comme si on jetait l'anathème à quelqu'un. On n'a pas su, parce que tous les pays au monde connaissent ce problème. C'est notre capacité à résister à cela qui va permettre de garantir le maximum l'intérêt général. Aujourd'hui, il faut reconnaître que même si tout n'est pas beau au Burkina, il y a des efforts qui sont quand même faits. Voilà, on voit aujourd'hui encore, très récemment, des gens qui ont été contestés à des nominations parce qu'ils ont été mouillés dans certaines affaires, entre guillemets. Ils auraient été mouillés dans certaines affaires, entre guillemets. Ça, avant, ça ne pouvait pas forcément passer. La décision était faite et les gens même avaient peur de sortir. Mais aujourd'hui, ces champs de choses-là évoluent. Et c'est possible grâce notamment au rôle prépondérant que jouent de nouveaux acteurs qui sont venus aussi avec la nouvelle gestion publique, notamment les OSC. Ce sont des contre-pouvoirs incontournables dans une dynamique de nouvelle gestion publique. Donc aujourd'hui, l'ouverture du monde est telle que les hommes politiques, les autorités administratives ne peuvent plus fonctionner sans tenir compte de tous ces aspects-là. Donc l'administration économique a besoin d'être encadré. Le Burkina est sur une voie d'encadrement. On ne peut pas dire que tout est parfait, mais il y a quand même des succès qu'il faut saluer. Alors, mais il y a des textes qui encadrent l'administration. Quels sont ces textes-là? Bon, principalement, si vous voulez, tout ce qui est pris en Conseil des ministres encadre l'administration. Bon, c'est vrai que je pense que vous faites allusion notamment à la loi 081 qui régit l'ensemble des acteurs de la fonction publique. Abstraction faite bien sûr de certains qui ne sont pas pris en compte par la loi 081 qui d'ailleurs prend le soin de préciser qu'il s'agit des magistrats, des forces armées et de certains corps paramilitaires qui ont aussi leur propre texte. Sinon, le texte fondateur, c'est la loi 081. Sinon, j'aime dire que tout décret pris en Conseil des ministres est un outil juridique de gestion de l'administration publique. D'accord, mais à partir du moment où vous parlez de la loi 081, maintenant, il y a d'autres corps qui ont des statuts qu'on appelle statuts spécifiques, statuts particuliers, je ne sais pas moi. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction avec la loi 081? Est-ce que ça ne crée pas un déséquilibre dans l'administration? Stricto sensu, on dira qu'il y a une contradiction puisque la loi 081, elle est censée être une loi générale. En fait, toute loi doit être générale. Mais il se trouve que
En droit, et c'est malheureusement une faiblesse ou, si vous voulez, une force, il y a toujours des exceptions qui sont admises. Et vous savez, notre administration n'est pas construite du néant. Elle est construite sur la base de certaines comparaisons. On n'est pas en sciences exactes ici, donc forcément, ce sont des comparaisons. Donc le modèle hérité, c'est-à-dire le modèle colonial hérité, est principalement à la base de l'existence justement de ces statuts dits autonomes ou spécifiques selon les uns et les autres. Parce que vous prendrez aisément la France. Aujourd'hui, vous allez voir que les magistrats, c'est une loi organique qui organise leur corps. Voilà. Et cette loi organique permet d'échapper justement à la loi qui régit la fonction publique générale. La défense a toujours été prise comme, si vous voulez, une force républicaine par excellence. Donc c'est bien normal aussi qu'elle soit organisée par une loi organique. Il en est aussi pour certains corps dans notre contexte, notamment les paramilitaires, qui, à mon sens, leur statut viennent aussi de, si vous voulez, du mouvement, notamment syndical, qui a réussi à un certain moment donné faire en sorte que certains corps sortent du lot. Je pense que on en était même arrivé à certains autres corps qui demandaient. On a par exemple la loi sur la fonction publique hospitalière aujourd'hui, oui, tout à fait. Comme en France. En France, il y a 3 lois qui régissent la fonction publique principalement. C'est la loi générale là, pour la fonction publique d'État, il y a la loi pour les collectivités et il y a la loi bien sûr pour les médecins, là, la fonction publique hospitalière. Donc, stricto sensu, les personnes qui ne sont pas prises en compte par ces lois ne sont pas considérées comme des fonctionnaires. Voilà. Ils ne sont pas considérés comme des fonctionnaires. Ce sont des agents d'État, des agents publics, mais régis par d'autres corps, et régis par d'autres textes, autres que les textes qui régissent les fonctionnaires. Vous êtes à l'émission Monde politique de la radio Watt FM 100.7 et de la télévision Free TV. Et notre invité, c'est M. Nicolas Zemané. Il est enseignant à l'université Norbert Zongo de Koudougou. Donc, il enseigne en droit public, en droit de la fonction publique. Il est également enseignant à l'ENAM, l'École nationale d'administration de magistrature, où il enseigne des institutions administratives politiques, des institutions administratives comparées et politiques publiques. Alors, madame, monsieur, notre émission se poursuit. Effectivement, on a fait un peu de la pédagogie et puis situer les choses. Alors, mais notre administration connaît des avatars, disons. Quels sont les principaux avatars de notre administration burkinabé? Bon, disons, ils ne sont pas différents de ceux que les autres administrations de type francophone connaissent. Okay. Voilà, c'est principalement si vous voulez, ce que moi j'aime appeler la lourdeur administrative, symptomatique du modèle wébérien, la lenteur. D'ailleurs, il y a une étude de 2011 qui révèle que l'un des grands problèmes de notre administration publique, ou du moins les plus grands problèmes de notre administration publique, sont au niveau organisationnel, fonctionnel et au niveau du comportement. Donc au niveau organisationnel, par exemple, nous avons beaucoup d'institutions, sinon même trop, ce qui fait que parfois certaines administrations sont amenées à jouer le même rôle. Donc il y a ce qu'on appelle un chevauchement des missions. Souvent, vous avez 2 directions, 2 ministères, 2 services qui ont les mêmes missions, ce qui fait que l'usager est parfois perdu. Donc, sur le plan organisationnel, on a passé notre temps, pendant un certain temps, à recruter du personnel dont on n'avait pas besoin. Okay. Voilà, puisqu'on était dans une sorte de fonction publique sociale, au point où il y a une pléthore de fonctionnaires, une pléthore de fonctionnaires qui ne travaillent pas vraiment. Or, comme vous le savez, le fonctionnaire, au nom du principe de la continuité, son traitement ne peut jamais être interrompu sous prétexte qu'il ne travaille pas. Ce n'est pas comme dans le privé, c'est l'une des grandes différences. Il y a le problème de fonctionnement qui est lié très souvent au manque de ressources, notamment les ressources techniques, financières et même souvent humaines de qualité, parce que les ressources humaines peuvent exister, mais le problème d'allocation se pose. Je me rappelle qu'un ministre de l'Éducation récemment, M. Ouaro, je parle le professeur Ouaro, avait tenté de redéployer par exemple le personnel de l'éducation, parce qu'il avait constaté qu'on avait assez d'enseignants, mais il y avait des écoles qui n'avaient pas d'enseignants. Donc, il y a un problème de redéploiement, d'allocation des ressources humaines. Les ressources financières, ce n'est pas un secret pour personne, c'est une réalité. Notre administration manque cruellement de ressources
économiques et financières. Il y a aussi les ressources techniques, parce que nous n'avons pas assez, notre administration n'est pas assez rentrée dans l'ère du numérique, ce qui fait que aujourd'hui, il y a encore des traitements de dossiers manuels qui contribuent à rendre lent et lourd le système que nous avons dans notre administration. Il y a enfin le comportement, et ça c'est très, très important. Le comportement de notre administration publique est un comportement à la limite, si vous voulez, hautain, assez désobligeant pour les usagers. Pour la simple raison que nous n'avons pas su nous détacher de l'administration coloniale. Ah oui? Oui, j'aime à le dire, l'administration coloniale était venue dans un but précis, nous dominer, nous exploiter et partir. Donc, pour nous, pour eux du moins, nous n'étions pas des usagers, mais des sujets. Donc il fallait, c'était un autre détail. C'était un autre détail. Il fallait par exemple taper avant de rentrer. Quand tu rentres, il faut attendre qu'on te dise de t'asseoir avant de t'asseoir. Souvent, on te demande qui t'a dit de venir, etc. C'était plus des convocations que des visites de courtoisie. Mais aujourd'hui, la colonisation est finie. Qu'est-ce qui nous oblige à continuer dans ça, alors même que nous chantons sur tous les toits que c'est l'intérêt général qui est notre objectif? Donc il faut un changement de paradigme. Il faut s'adapter à la réalité. Or, ce comportement demeure. Vous et moi, certainement, nous avons eu à vivre ça. Dans certaines administrations, vous arrivez, vous tapez, personne ne vous répond. Vous ouvrez, on vous dit qui vous a dit de rentrer. Je dis, mais écoutez, c'est une administration publique. On vous toise avec un oui. Avec un oui. C'est à peine si vous êtes considéré. Donc ces genres de comportements rebutent un peu les usagers. Il y a bien sûr tout ce que vous savez comme népotisme, corruption, petite corruption, j'entends. Il faut poser un caillou sur ton dossier, il faut faire ci, il faut faire ça. Donc il y a une forme de clientélisme, de marchandage du service public qui me fait dire que notre administration n'est pas encore sortie de son colonialisme. Aujourd'hui, si on accepte de mettre l'usager au centre du service public, vous verrez, on fera de merveilles. Et je pense qu'on a réussi à le faire pendant 4 ans de notre histoire, de 84 à 87. Là, on avait réussi. On avait réussi, parce que l'usager était au centre. Il était au centre du service public. On demandait ce qu'il voulait même avant de le faire. Mais aujourd'hui, nous avons des gens bien formés comme moi, qui sont assis, qui conçoivent des projets, des politiques publiques, pour un peuple qui n'a pas demandé. Ah oui? Alors qu'il faut aller demander simplement au peuple ce qu'il veut avant de le faire. C'est la technique, c'est la méthode. Donc c'est ce qui fait que ça marche difficilement. Pour la plupart du temps, oui, c'est ça. C'est parce que généralement le peuple même ne sait pas ce qu'on lui donne. Il ne s'attend même pas à ça. Aujourd'hui, nous avons une agriculture tournée souvent vers la culture du coton. Mais est-ce qu'un sondage permet aux Burkinabés aujourd'hui de dire que c'est le coton qu'il veut? Est-ce qu'on n'a pas intérêt à faire 90% de céréales et voire 5% seulement de coton? Demandez au peuple. Ça vous permettra de prendre les meilleures décisions. Alors sur la question organisationnelle, vous dites qu'effectivement il y a beaucoup de chevauchements par rapport aux services qui sont demandés et souvent même on le sent dans les dénominations même des ministères où on ne sait pas pour quel service il faut aller dans tel ou tel ministère. Alors, mais comment on fait pour le plan organisationnel? Est-ce qu'il faut supprimer certaines directions? Est-ce que... Non, j'ai cité un principe ici qu'on a bien développé, le principe de la mutabilité ou d'adaptation. Oui. L'administration doit s'adapter aux besoins du moment. Il est inutile, on dit d'ailleurs qu'il n'y a pas de droit acquis au maintien d'un service public. Il est inutile de maintenir des institutions en place juste pour faire plaisir à celui ou celle qui occupe cette administration. Aujourd'hui, c'est malheureusement ce que nous voyons. Il y a des administrations qui n'ont plus leur raison d'être. Tout simplement parce que l'intérêt pour lequel elles ont été créées est perdu. Il faut passer à autre chose. Et ça, c'est le minimum. Il faut qu'on arrête d'accepter de plonger, de nager dans ce que j'appelle l'illusion institutionnelle. Une institution qui est là, qui reçoit un budget, mais qui ne produit rien, sinon même les mêmes résultats depuis 10 ans. À un moment donné, il faut qu'on accepte qu'on doit évoluer. On a vu ici pendant que le ministre d'État était là pour s'occuper de la réconciliation, le HCLOUN, qui fonctionnait toujours à coups de millions. Ça n'avait pas de sens. Finalement, je ne sais même pas si il est dissous, il existe encore. Je ne sais pas pourquoi. Juste une parenthèse, bien que pour la transition, j'avais proposé qu'on ne mette pas en place des députés de l'ALT, mais qu'on recrute au sein de l'administration, au sein des organisations dites consultatives de l'administration, où des personnes sont là pendant des années, ils n'ont rien à faire. Puisqu'il n'y a pas de politique. Effectivement, il y a des institutions. Oui, le CES, on peut recruter les agents, les conseillers du CES pour mettre à l'ALT. La chambre de commerce peut nous donner.
Le médiateur peut nous en donner. Même le Conseil d'État peut nous donner des gens. Et on aura fait l'économie de toutes ces dépenses. Bon, mais je peux comprendre aussi le choix de mettre l'ALT en place. On a besoin de légitimer, on a besoin de faire plaisir à des gens. Mais est-ce que c'est le peuple burkinabé à qui on fait plaisir? Moi, c'est simplement ça. Parce qu'on a fait l'expérience de 2015. Ce n'était pas forcément nécessaire. On a vu les échecs auxquels nous sommes parvenus. Mais on continue. C'est ce que moi j'appelle l'illusion institutionnelle. D'accord. Voilà. Oui, vous dites également qu'on a recruté beaucoup pour le social, ça c'est vrai, c'est le constat même qui a été fait par plusieurs ministres de la fonction publique, mais en même temps, nous avons ce qu'on appelle une fonction publique de carrière. Oui. Ailleurs, on parle de fonction publique d'emploi, voilà, de métier. Alors aujourd'hui, il faut aller vers quel temps? Est-ce qu'il faut maintenir, c'est-à-dire ne plus recruter pour le social, mais conserver l'option fonction publique de carrière? Non. Ou bien en changeant, en ne recrutant plus pour le social, il faut également évoluer vers la fonction publique. Non, quel que soit le type de fonction publique que l'on aura ou que l'on choisira, le recrutement pour le social est une option qui n'a aucun lien avec ça. Okay. Non, ça c'est un choix politique, c'est un choix stratégique politiquement qui vise certainement des objectifs qui ne sont pas toujours catholiques. Que ce soit la fonction publique de carrière ou la fonction publique de métier, il ne faut recruter qu'en fonction du besoin. Le rôle premier d'un État, ce n'est pas de créer de l'emploi. De toute façon, aujourd'hui, les théories économiques vous le disent. Le rôle premier d'un État aujourd'hui, avec la nouvelle gestion publique, c'est de favoriser la création de l'emploi. C'est de faire en sorte que le secteur privé qui est maintenant appelé grâce à l'administration économique à rentrer en jeu, soit le pourvoyeur principal de l'emploi. Parce que déjà, l'État n'emploie pas. Non, l'État recrute pour servir. Et quand on sert, on n'est pas employé. Quand on sert, on est serviteur. C'est pourquoi d'ailleurs les fonctionnaires n'ont pas de salaire, mais de traitement. Et d'ailleurs, je profite encore, je fais cette parenthèse pour m'offusquer du fait que même les autorités publiques, politiques d'un certain niveau, parlent de salaire du ministre. Un ministre n'a pas de salaire. Il a un traitement. C'est un serviteur. Il faut remonter dans la Bible pour voir ce que c'est que le ministère. Quand on est ministre, on ne vend pas sa force de travail. On est venu servir, c'est un sacerdoce. Et en retour, vous avez un traitement. Celui qui a un salaire, c'est celui qui vend sa force de travail. Il négocie son contrat et il part lorsque les conditions ne lui satisfont plus. Oui, alors que les fonctionnaires ne négocient pas le contrat puisqu'il est venu, il y a un traitement qui est déjà là. Après son recrutement, il rentre, on l'applique sans demander comment est-ce que vous voulez être payé. Il adhère. Il adhère au traitement qui est déjà établi. Tout à fait. C'est tout le sens de la fameuse demande, j'aime dire ça à mes étudiants, qui commence par « j'ai l'honneur de solliciter auprès de votre bienveillance ». C'est une soumission à la loi de ton pays. C'est ça être un républicain. Ailleurs, on vous permet d'être dans la fonction publique pour un temps et partir. Oui. Mais être dans la fonction publique, ça relève plus de la fierté de servir son État que de venir chercher de l'argent. Le professeur Badoé m'a le dit, on ne vient pas dans l'administration publique pour chercher de l'argent, pour être riche. On vient pour servir. Donner à ton pays ce qu'il t'a donné. Mais je comprends aussi, parce que là, le chômage est tel qu'aujourd'hui, il y en a qui ont fait de la fonction publique leur seule issue pour travailler. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux vous le dire, les fonctionnaires gagnent plus que dans le privé. Si vous faites un tour à Twi TV ici, vous sortez vos bulletins de salaire et puis vous regardez les bulletins de certains fonctionnaires, vous serez épatés. Or, dans le subconscient, les gens croient que les fonctionnaires sont maltraités. C'est pas vrai. Moi, mon épouse travaille dans le privé, je sais ce qu'elle gagne. Avec une licence, elle gagne moins que quelqu'un qui travaille avec le bac dans l'administration publique. Ça, ce sont les réalités aujourd'hui. Et je ne vous dis pas, je ne vous parle pas de ceux qui travaillent dans le privé même sans contrat, qui sont comme des esclaves, ou qui ont des contrats d'1 mois renouvelables. Fort heureusement, le ministre de la fonction publique actuellement nous dit que le projet de loi pour le Code du travail va changer. Donc, il y a un souci à ce niveau. L'administration publique a besoin de se requinquer et d'être objectif. Et j'ai dit, il n'y a pas 1000 solutions, c'est fonder tout sur l'intérêt général. Et dire de façon claire, avoir une communication adaptée. Si déjà vous dites qu'un ministre a un salaire, c'est foutu. Il faut déjà régler ces problèmes. C'est des détails importants. Élémentaires. Le salaire, ça se mérite par l'effort. J'aime donner, juste pour ceux qui ne sont pas convaincus, un exemple à côté de nous. La Covid 2019. Vous savez combien de gens dans le privé ont perdu leur salaire, leur emploi?
Il y en a qui ont perdu un tiers, deux tiers. Il y en a même carrément qu'on a mis en congé dans le privé. Mais quel est le seul fonctionnaire qui a perdu 1 franc parce qu'il a fait 1 mois, 2 mois sans aller travailler? C'est en cela qu'il n'est pas travailleur, mais serviteur. Et au nom du service, on lui sert un traitement permanent au nom du principe de continuité. Ok. Donc, quand on parle de salaire, moi, je peux comprendre qu'un profane le dise. Mais tout un ministre, un journaliste, moi, je dis non. Il faut qu'on arrête. Le salaire est abusivement utilisé. D'accord. Il y a des agents publics qui ont des salaires pour finir, mais c'est des agents contractuels. Contractuels. Voilà. D'accord. Maintenant, il y a cette possibilité, ou du moins cette impossibilité dans l'administration burkinabé de ne pas pouvoir faire affaire. Est-ce qu'il ne faut pas permettre également à ceux qui veulent s'investir dans le milieu du business de pouvoir le faire et de les accompagner pour qu'ils libèrent la place pour créer de l'emploi? Mais monsieur est là, en même temps qu'il a un traitement à la fin du mois, il a aussi un business à côté qui concurrence sérieusement avec, un concurrent sérieux avec aussi ceux du privé. Je souris parce que j'ai un ami, un officier de l'armée qui aime me dire que notre problème c'est que nous sommes incohérents. Ça c'est l'incohérence du Burkinabé. La loi n'interdit pas de faire des affaires. La loi permet aux fonctionnaires d'avoir des activités agro-silvopastorales, littéraires, culturelles et autres là, mais pas à but lucratif. Okay. Et même si cela est à but lucratif, que cela ne soit pas en conflit avec ton service. Dans lequel cas, tu démissionnes. C'est-à-dire qu'il ne doit pas avoir un conflit d'intérêt entre cette activité parallèle et ce que vous faites. Ce que vous faites. Là, dans lequel cas tu démissionnes. Parce que c'est très simple. Vous ne pouvez pas servir 2 maîtres. Vous ne pouvez pas servir l'argent et Dieu. C'est pourquoi les prêtres n'ont pas de salaire. Servir la fonction publique, servir le peuple burkinabé, c'est un sacerdoce. Vous ne pouvez pas en ce moment courir après l'argent. Vous démissionnez. D'ailleurs, la loi 081 est tellement bien rédigée qu'elle a prévu des situations où vous pouvez partir. Il y a des fonctionnaires qui partent après 2-3 ans de service en disponibilité. Il y en a qui vont travailler dans les mines. Moi, je trouve ces gens-là cohérents. Il y en a qui démissionnent. Je les trouve cohérents. Mais qui ne reviennent plus vouloir chercher l'argent ici, dans la fonction publique. Quand vous venez, vous devez vous assujettir aux règles de l'administration publique. Même si vous travaillez à la Banque mondiale et qu'on vous paye 20 millions, si vous venez ici et que le ministre a 1,5 million, vous devez le prendre au nom du fait que vous êtes burkinabé. Ça n'a pas de prix. Monde politique se poursuit avec M. Nicolas Zemané, gestionnaire des politiques publiques. Quelle administration publique pour le Burkina Faso? Nous en parlons. Et puis l'actualité, c'est cette affaire de dépolitisation. Donc ce projet conduit par M. Bassoma Bazi, le ministre de la fonction publique, et donc pour dépolitiser l'administration burkinabé. Alors, en des termes simples, qu'entend-on par dépolitisation de l'administration burkinabé? Est-ce qu'elle est suffisamment politisée? Franchement, en des termes simples, comme vous le dites, dépolitiser l'administration, si vous voulez, c'est le séparer du pouvoir politique. Est-ce que c'est possible? C'est impossible. Pourquoi? Pour la simple raison que l'administration est au service du pouvoir politique, qui par excellence est le pouvoir du peuple. C'est le peuple qui élit le président dans notre contexte. Donc servir le président, c'est servir le peuple. Si on est dans la logique de la démocratie, oui. Il y en a qui vont trouver d'autres raisons. Pour moi, ce n'est pas ça. Il ne s'agit pas de savoir si le président est bien élu ou pas. Il est élu, il est notre président, donc on le sert. Je ne parle pas du contexte actuel, hein, on se comprend. Oui. Mais quoi qu'il en soit, servir le pouvoir politique, c'est le premier rôle de l'administration. Et en le servant, on sert automatiquement le peuple burkinabé. C'est d'ailleurs ce qui explique que quand le président est élu, il nomme un premier ministre à qui il donne une lettre de mission qui va la transformer en déclaration de politique générale, oui, qu'il va présenter devant les représentants du peuple, qui vont discuter, débattre et accorder. Et le premier ministre revient transformer cette déclaration en lettre de mission pour chacun des membres de son gouvernement, qui à leur tour vont faire descendre à leurs collaborateurs jusqu'au plus petit agent public. Et à la fin de l'exécution annuelle, ça remonte pour devenir ce qu'on appelle le bilan, le discours sur la situation nationale. Et le Premier ministre va encore devant les représentants du peuple pour le faire. Donc techniquement, le gouvernement, qui est l'administration publique par excellence, est au service du pouvoir politique. Et dépolitiser au sens strict, c'est enlever ce lien-là. On peut le faire. Parce que pour moi, j'aime le dire, théoriquement, une administration doit être politique. Le professeur, en théorie. Le professeur Bado nous dit que même pratiquement. Mais ce qui est mauvais, c'est la politisation outrancière. C'est-à-dire lorsque le politique transforme l'administration en un autre objet.
Parce que dans certains, d'ailleurs, pour faire la part des choses, pour que les gens comprennent, on a 2 types d'administration dans le monde. Il y a celle qui est politique et il y a celle qui est neutre. Et vous allez voir que dans les 2 cas, même la neutralité est politique. L'administration politique, ou si vous voulez, c'est celle dont les postes de direction dépendent de la volonté du pouvoir politique. Qui nomme qui veut. Exactement. Les postes de direction. Dans notre système, il y a ça. L'administration neutre, c'est l'administration dans laquelle même un ministre ne peut pas nommer un DG, ne peut pas nommer un SG. Ah oui. Ça, c'est la neutralisation. En ce moment, qui nomme? C'est un secrétaire permanent, un peu comme un ministre de la fonction publique qui est là, qui répond aux besoins des institutions. Si vous voulez, par exemple, un journaliste, on écrit, on a besoin d'un journaliste. On regarde le répertoire de la fonction publique. S'il y en a, on vous propose les candidatures. Le choix le plus pertinent sera choisi. Bien sûr, avec l'aval de ce dernier, qui peut refuser. Mais on peut ne pas en avoir. En ce moment, on va ailleurs, dans le privé, recruter. Mais on commence d'abord à l'intérieur. C'est d'ailleurs ce qui coïncide le mieux avec la fonction publique de carrière qui est la nôtre. Puisque quand on dit une fonction publique de carrière, c'est-à-dire que quand vous y rentrez en tant que fonctionnaire, vous êtes appelé à progresser jusqu'à la retraite. Et dans cette progression, il y a ce qu'on appelle les promotions. Et les promotions, les nominations sont souvent perçues comme des promotions. Ce qui fait que, normalement, quand vous progressez, normalement, vous êtes éligible au poste ministériel à un moment donné de votre carrière. Ouais. Nous avons vu beaucoup de nos anciens qui sont devenus ministres. Donc la fonction publique de carrière ne va pas chercher une compétence qui est déjà à l'intérieur. Donc c'est à croire que si vous voyez des nominations qui émanent du privé, c'est parce qu'on n'en a pas au sein de la fonction publique. D'accord. Voilà. Mais vous avez dit que même celle dont vous qualifiez de neutre est aussi politique. Elle est aussi politique dans ce sens que malgré le fait que le ministre ne vous a pas choisi, vous devez servir la volonté politique qui est celle du peuple. C'est-à-dire le chef de l'exécutif qui est élu là, son programme, vous devez être loyal vis-à-vis de ce programme. D'où le lien avec la politique. Le fonctionnaire a une obligation de loyauté vis-à-vis du pouvoir politique. Pas vis-à-vis de l'homme politique, mais vis-à-vis du pouvoir politique. Parce que cette loyauté, en réalité, c'est comme si vous l'étiez avec le peuple. Donc, si vous ne voulez pas servir, par exemple, je prends l'exemple de l'Angleterre, la politique du Premier ministre anglais ou de la Première ministre anglaise, ben vous démissionnez. Parce que c'est le peuple qui l'a choisi. Donc, c'est politique. Être fonctionnaire, là, c'est aider à la gestion des politiques publiques. Et la politique publique, elle émane de la volonté d'un homme politique ou d'une femme politique qui a été choisie par le peuple. Donc la dépolitisation paraît utopique dans ce sens. Elle paraît utopique si on la prend dans ce sens-là. Okay. Ce qu'il faut, c'est quoi? Parce qu'une vraie dépolitisation, comme j'ai dit, c'est la neutralisation. La neutralisation qui consiste à faire en sorte que les détenteurs du pouvoir politique ne décident pas de la nomination à certains postes, notamment de direction. Okay. Ce qu'on appelle, il y a 2 types de postes aussi dans l'administration publique. Il y a les postes dits de direction, que les gens appellent postes techniques, et il y a les postes politiques, que j'assimile parfois au cabinet ministériel du président, du premier ministre, du président du FASO, des présidents d'institutions. Mais les postes techniques, ce qu'on appelle les postes de direction, dans la neutralisation, le détenteur du pouvoir politique ne choisit pas. Ça s'impose à lui. Mais la personne qui est choisie est loyale au pouvoir politique. Si elle n'est pas loyale, elle démissionne. C'est pure logique. Elle ne peut pas travailler contre le pouvoir politique. Voilà. Alors que dans la politisation, et c'est les États-Unis qui en font l'exemple le plus célèbre au monde, c'est que le pouvoir politique décide de qui va occuper tel poste, avec bien sûr un certain contrôle politique. Et vous allez voir que l'une des conséquences directes de ce système, c'est que le pouvoir politique qui vous a choisi là, quand il n'est plus là, vous partez. Oui, c'est automatique chez eux. Exactement, ce qu'on appelle le système des dépouilles. Vous venez avec votre personnel technique et vous partez avec votre personnel technique. C'est une conséquence logique qui s'appliquerait normalement à notre système de cabinet ministériel. Oui. Parce que normalement, moi j'ai démissionné de mes fonctions de conseiller spécial parce que justement j'ai dit au Premier ministre Thiéba, je ne sers pas 2 premiers ministres et pour des raisons politiques, je pars. Il est encore là, il peut attester. Parce que le cabinet, c'est hautement politique. D'ailleurs, on ne choisit pas quelqu'un dans le cabinet qui n'est pas très proche de nous.
Bon, mais ici, souvent ce choix l'a fait grincer parce que vous choisissez des gens pour le cabinet, on estime qu'il y a une acquaintance sociale ou ceci ou cela. Est-ce que ce débat, à vous entendre parler, ce débat n'a pas lieu d'être? Ça n'a pas lieu d'être, c'est purement culturel. Moi j'aime dire, de façon pour plaisanter, basé sur notre transition en 2015, on a vécu ça où des gens ont dit que le Premier ministre Zida a nommé un pasteur comme conseiller. C'est son droit le plus absolu. Le pasteur, il a des connaissances. Un conseiller peut prier pour le Premier ministre. Ce n'est pas mauvais en soi. La question ici, c'est est-ce que l'existence du pasteur dans le cabinet nuit à l'intérêt général, oui ou non? Si c'est le cas, on conteste. C'est-à-dire que même dans ces pays que nous prenons pour modèle sur les questions administratives, il y a parfois ces nominations de proches. Bien sûr, on a vu le cas Fillon en France. Le président Trump a travaillé avec ses enfants. Bush père, Bush, ils ont travaillé, et Bush fils, ils ont travaillé ensemble. Dans les cabinets les plus restreints, souvent même, on a les épouses des hommes politiques. Parce qu'en réalité, en fin de compte, quand vous êtes une autorité politique, à qui vous faites confiance? Aux personnes que vous connaissez le mieux. Là, c'est pourquoi Alassane Ouattara est son frère en Côte d'Ivoire. Bon, je ne dirais pas jusque-là, mais ça peut être ça. D'accord. On a même eu le cas ici au Burkina, le président Compaoré a travaillé avec son frère qui était son conseiller économique. On l'a vu. Oui, mais au niveau de... Vous dites qu'il y a la loi 081 qui régit la fonction publique. Oui. C'est vrai que le ministre a donné un pan de ce qui est donné comme élément de dépolitisation, l'interdiction du port ostentatoire des insignes et des couleurs, des insignes des partis politiques, les regroupements politiques à l'intérieur des bâtiments et tout. Alors, est-ce que la loi 081 pouvait régler ces questions-là? Excusez-moi, M. Bougma, mais la loi 081 régit déjà ce problème. Ah oui? Oui. L'une des 5 obligations d'État qui sont soumises aux fonctionnaires, c'est l'obligation de neutralité. Contenu dans la loi 081. Dans la loi 081, déjà. La loi 013 déjà l'avait, la loi 081 l'a reprise. Le fonctionnaire a une obligation de neutralité. Je vous l'ai dit ici sur la base du principe d'égalité des Burkinabés. Ça existe déjà. Il est interdit d'exprimer ses opinions politiques dans l'exercice de ses fonctions. C'est déjà prévu. C'est déjà prévu, ce qu'on appelle l'obligation de réserve. Ça existe déjà. Le fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions ne doit pas faire sentir sa religion. D'ailleurs, excusez-moi, c'est comme je le dis souvent à l'ENAM, normalement, vous ne devez pas porter le voile intégral quand vous êtes fonctionnaire. On ne doit pas sentir que vous êtes musulman. Ni l'habit religieux. Ni porter la grosse croix de Jésus comme si, excusez-moi, vous étiez là à la crucifixion. C'est pas les habits à l'effigie de... D'ailleurs, je pense qu'il y en a une série de télévision qui retrace bien les tares de notre administration avec une secrétaire qui aime faire des signes de croix, qui a la statue de la Vierge Marie. Écoutez, moi qui suis par exemple musulman, je rentre dans un bureau, je vois la Vierge Marie en face de moi. Même si je ne le dis pas, je suis mal à l'aise. La tolérance religieuse, là, c'est dans la société tout court. Donc la loi interdit cela. La loi interdit ça. Maintenant, c'est peut-être la tolérance religieuse qui a fait que l'exception est devenue une règle apparemment. Non, moi je me dis, c'est pas la tolérance religieuse, elle est sociale. Elle ne doit pas être au sein de l'administration publique. Dans lequel cas, on décide de dire qu'on n'est pas laïque. Parce que la laïcité, la laïcisation, si vous voulez, c'est la séparation de l'État de toutes les croyances religieuses. Donc on a aussi ces lieux de culte là dans les États. Mais oui, tout ça pour vous dire que c'est parce que le texte n'est pas appliqué. Le texte n'est pas appliqué. C'est-à-dire qu'on aurait pu appliquer ce texte, qu'on réglerait beaucoup de problèmes plutôt que de chercher un nouveau texte. Je vous entendre parler. La vraie question ici, si vous voulez, notre problème de politisation là, tout ce qu'on a dit comme problème, si vous voulez résoudre ce problème-là, diminuer les pouvoirs de nomination des ministres, résumer les pouvoirs de nomination des ministres à son cabinet, faites en sorte que la fonction publique soit un secrétariat permanent qui est là, qui gère les carrières, puisque c'est une fonction publique de carrière, qui fait en sorte que la promotion d'un agent public soit liée à son ancienneté et à son expérience, parce que l'ancienneté seule ne suffit pas, il y a l'expérience aussi, et faire en sorte que tous les autres postes de nomination là fassent l'objet d'un concours. D'ailleurs, je pense qu'il y a un texte aujourd'hui qui régit, s'il n'est pas abrogé, le recrutement des directeurs généraux. Oui, il y a des directeurs qui avaient été recrutés par appel à la candidature, mais avec le MPSR 1, ils ont été purement et simplement relevés et des gens ont été nommés sans passer par appel. Oui, parce qu'on se dit que même ces concours-là sont triés, même ces tests-là sont truqués.
J'en sais un peu quelque chose parce que j'ai postulé à tellement de postes à ce niveau. Je n'ai jamais été répondu, mais c'est que je ne suis pas aussi nul que ça. On ne m'a même pas appelé pour un entretien. Parce que le seul nom de quelqu'un peut suffire à classer un dossier aussi dans ce pays. Tout dépend de comment vous avez été, ce que vous avez fait. Donc il y a cette hypocrisie institutionnelle qu'il faut qu'on arrête. Sinon, tous les textes qui sont préparés là sont beaux. Mais tant qu'on ne va pas épouser même ce que j'appelle l'esprit républicain, c'est de ça il est question. Être sûr que la personne qu'on recrute là, c'est pour l'intérêt général. Je m'en fous de ça. Je ne l'aime pas, mais il est bon. Je n'aime pas sa religion, mais je sais qu'il est compétent. Tant qu'on n'aura pas cette manière de réfléchir, mais vous allez voir que tous les textes de dépolitisation ne vont pas prospérer. Parce que notre culture est tellement forte. Le substrat social là, influence beaucoup nos décisions. D'accord. Il y a aussi l'appel parfois de ceux qui sont allés à la retraite pour occuper des postes de responsabilité qui fait aussi beaucoup de bruit dans notre administration publique. Est-ce qu'il le faut, est-ce qu'il ne le faut pas? C'est ce qu'on appelle la réquisition. En fait, en réalité, ça vous parlez des postes de direction. Hein. Tout à fait. Mais pour les postes de ministre, par exemple, je prends le cas des postes de ministre parce que c'est là-bas qu'on voit beaucoup de personnes à la retraite. On est dans un pays où les gens croient que le poste ministériel est un poste purement politique. Or, en fonction des différents types de ministères, le poste est soit politique, soit purement administratif, c'est-à-dire managérial. Donc c'est en fonction du département, du portefeuille ministériel. Okay. Par exemple, nommer par exemple un retraité au ministère des Affaires étrangères, c'est normal, c'est un ministère purement politique. Mais quand vous prenez un ministère, par exemple, comme, excusez-moi, je vais prendre un ministère de l'économie et des finances, c'est un poste qui nécessite qu'un manager soit à la tête, un grand concepteur soit à la tête de ce ministère. Il y a des ministères qui n'ont pas besoin de grands décideurs, n'ont pas besoin de concepteurs. On a eu avec le MPSR un ministère en charge des affaires religieuses. Ça, ce sont des types de ministères qui ne durent pas dans le temps. On n'a pas forcément besoin d'un top manager pour ça. Mais quand vous avez un ministère dans lequel vous devez gérer des grandes compétences, il faut que celui qui soit en haut là soit un top manager. Quelqu'un qui a fait des preuves. Et au niveau des postes de direction, parfois on nomme des retraités. Non, ça c'est carrément du déni d'administration. Ça veut dire que c'est ce que moi j'appelle la malgouvernance institutionnelle. Parce qu'on passe notre temps à chanter que l'avenir c'est la jeunesse. Notre force c'est la jeunesse. Ce n'est pas les compétences qui manquent. Il y a ça et puis il y a le fait aussi qu'on appelle les gens du privé à gérer des postes d'administration publique. Or, comme je l'ai dit, notre système est fait de telle sorte que quand la compétence est dans la fonction publique, on ne doit pas aller chercher ailleurs. Mais en même temps, on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Notre syndicalisme exacerbé là a fait en sorte qu'aujourd'hui, les fonctionnaires sont enviés par les gens du privé. Ailleurs, c'est le contraire. Ici, les gens du privé envient les fonctionnaires. C'est quand vous voyez le train de vie d'un certain directeur ou DG de la fonction publique, vous dites, mais ma foi, quand j'en aurai l'occasion, je n'hésiterai pas. Mais la réalité aussi, c'est que vous êtes un leader de parti politique, vous avez évolué dans le privé, vous êtes élu président de la République, vous parlez du syndicat, vous avez peur du syndicat, vous n'avez pas quel homme de confiance nommé à quel poste. Vous regardez au niveau du parti politique, il y a des fonctionnaires, mais en même temps, pour certaines directions, vous estimez qu'il faut faire appel à un du privé, parce que c'est votre homme de confiance, vous connaissez jusqu'où également va sa technicité, alors que... Non, quand un parti arrive à occuper, à avoir le poste présidentiel, c'est qu'il a toutes les compétences dans l'administration publique. Dans l'administration publique. Ah oui, forcément. Donc et même s'il n'en a pas de façon claire, il y a des techniciens qui savent ce que c'est que la loyauté au pouvoir politique. Un bon fonctionnaire de carrière, c'est celui qui est loyal à son pays. Et être loyal à son pays, c'est être loyal au choix de son peuple. Le président est choisi par le peuple. Donc loyal au président. Loyal au président. S'il ne peut pas, le choix du peuple, c'est mieux de démissionner. Voilà. Et ça, je dis, c'est en son honneur. Mais nommer parce que on peut nommer des gens de son parti pour la simple raison qu'ils ont beaucoup. Mais je pense qu'il y a plusieurs manières de faire. Par exemple, le cabinet est là pour ça. Oui, mais l'autre difficulté, l'autre réalité de la fonction publique burkinabé, c'est la fuite des documents. Parfois des documents confidentiels d'une certaine portée qui se retrouvent sur les réseaux sociaux. Ça, c'est un problème comportemental. C'est un problème comportemental. Parce que même ici, si vous recrutez mal, vous allez voir des fuites. C'est un problème comportemental de déontologie. Voilà, parce que même la CIA, souvent, il y a des fuites. Hein.
Sinon, avec les manuels de procédure aujourd'hui, même s'il y a fuite, on sait qui a fait fuiter. C'est possible. C'est possible. Mais c'est que cette personne n'est jamais sanctionnée pour ça. Parce que quelque part, souvent même, c'est fait à but communicatif pour voir la réaction des gens. Oui, mais parfois, l'autorité sort, elle n'est pas contente, elle est fâchée parce que... c'est normal quand l'autorité n'est pas manager. Alors qu'elle peut sanctionner, mais pourquoi elle ne sanctionne pas? Parce qu'elle-même, elle sait qu'elle compte sur certaines sorties de ce genre pour faire durer son pouvoir. En fait, il y a des compromissions à longueur de journée dans notre administration. J'y ai été, j'ai vu certaines choses qui ne sont pas du tout nobles, mais je pense que c'est possible. C'est là, en fait, le brin d'espoir que j'ai. Je pense qu'on peut changer parce que nous avons une petite partie de notre histoire qui a montré que c'est possible. J'aime citer 83-87. Cette partie de l'histoire montre que c'est possible. Les autres peuples qui ont réussi ne sont pas supérieurs à nous. Non, ils ont juste, à un moment donné, pris leur destin en main. Je vous donne un exemple à côté, un exemple de succès, mais que beaucoup, vous n'en parlez plus. J'aime faire ce reproche aux journalistes. Le professeur Awalou qui était à la tête de l'ENAM, mais il est venu inverser des paradigmes. Beaucoup de gens ne savaient pas que le privé pouvait aider l'État, par exemple, à avoir des infrastructures. Mais ce qu'il a fait comme travail, et que le nouveau est en train de continuer, c'est un travail extraordinaire. Il a fait du lobbying administratif qui a amené des hommes d'affaires burkinabés à financer la plus grande école d'administration publique du Burkina. Mais allez-y voir, l'ENAM est en pleine métamorphose. Et ça, c'est en l'intervalle de combien? Moins de 5 ans. Si un peut faire ça, imaginez 10, 13, 14, 20, 100 personnes. Et il y a des Burkinabés compétents qui peuvent le faire. Sauf que notre lien avec l'intérêt public, l'intérêt général, n'est pas assez fort pour qu'on prenne des décisions quand on arrive à la gestion des pouvoirs. Oui, justement, parce que des gens qui sont formés à l'ENAM, qui effectivement ont une notion de ce que c'est que le service public de l'administration dans ses principes, jusqu'à sa sacralité, et qui malgré tout fuitent des documents. Non, au nom de notre appartenance syndicale et ou politique pour créer des ennuis à l'autre. Oui, le manque de loyauté, je l'ai cité ici. Mais moi, je pense... Comment est-ce qu'on règle ça? À l'école ou dans... Non, surtout pas à l'école. Ça ne se règle pas à l'école. Ça se règle par les techniques administratives. Okay. Il y a des documents que vous ne pouvez pas imprimer 2 fois. L'impression, c'est une seule fois. Il y a des codes pour ouvrir des documents. C'est pourquoi je dis, si vous voulez la traçabilité, là, on peut savoir qui l'a publié. Mais on ne va jamais sortir nous dire aussi que c'est telle personne qui a publié. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes allé rendre visite à des ministres, mais quand vous partez rendre visite à un ministre, vous ne pouvez plus rentrer avec un téléphone. On vous garde ça dehors. Avant, on rentrait avec le téléphone. Il y en a même qui faisaient des selfies avec des ministres. Mais le problème est interne, je suis d'accord avec vous, mais c'est un problème de comportement, un problème de loyauté. Dites-moi quel document de la Révolution a fuité. Ou les documents qui ont fuité sous le règne du président Compaoré, est-ce que c'est beaucoup? Les gens lisent ça facilement à l'évolution technologique. Mais en réalité, c'est à l'incivisme technologique. Il y a des gens, souvent, ils le font même sans arrière-pensée. D'autres le font à dessein, c'est-à-dire pour nuire à quelqu'un. Mais pourquoi chercher à nuire à quelqu'un? C'est peut-être parce que la personne ne fait pas exactement ce qu'il faut. Sinon, vous pouvez publier tout ce que vous voulez sur Bernard Bouma, ça ne va pas lui nuire parce qu'il n'a rien fait de mal. Mais il y a aussi la question de sanctions. Tout récemment encore, le ministre Bassoma Bazié parlait de l'activation des conseils de discipline dans les administrations. Le professeur Sini Ouedraogo en a parlé. Mais bon, on a l'impression que ces conseils de discipline ne fonctionnent pas parce que selon vous, qu'est-ce qui coince? Ce qui me fait rire, c'est que le ministre Bassoma lui est passé par un conseil de discipline. On a vu toute l'histoire. Oui. C'est bizarre aujourd'hui, la presse n'en parle même plus jusqu'à il a démissionné de la fonction publique. Ça, c'est une parenthèse. C'est juste une parenthèse. Oui. Sinon, je dis une fois de plus, en termes de texte, le Burkina a les meilleurs textes au monde. On n'a pas de problème de texte. On n'a pas de problème. Donc, en l'état actuel des choses, on n'a même pas besoin de... On n'a pas besoin. Il suffit seulement de les appliquer. Par exemple, je vous donne un exemple que j'ai eu à expérimenter. C'est l'évaluation, par exemple, des agents publics. Oui. Quand je suis arrivé à la primature nouvellement, j'ai vu un système qui était déjà là, de notation, d'évaluation, on va dire. Mais j'ai voulu évaluer mes cadres. J'ai travaillé avec beaucoup de cadres sous la base des textes. Mais il y a eu quelques réticents. On m'a dit non, l'autre chef, il ne faisait pas ça. Il nous donnait notre fiche, on remplissait et puis il signait. Ah, il remplit lui-même sa fiche. Oui, c'est ce qui se fait, s'il vous plaît. Rares sont les supérieurs qui font l'entretien avec leurs subordonnés. Pourtant, c'est prévu, les fiches écrit noir sur blanc dans le texte. Et les fiches sont là. L'évaluation est faite lors d'un entretien.
et il y a un procès verbal de l'entretien qui est rédigé. S'il y a des points de désaccord, l'agent qui n'est pas d'accord ne signe pas. Il met son point de désaccord ou bien et il signe ou bien il ne signe pas. Ça, on a le meilleur texte d'évaluation. Je pense que les Français même ont essayé d'imiter notre système. Le Burkinabe? Oui, le système d'évaluation. Mais le problème c'est quoi? La complaisance, le laxisme. Quand tu cherches à le faire, on dit voilà, il se croit plus intelligent, il veut. Pourtant, ça se fait. Puisque aujourd'hui, la promotion, il y a des gens qui disent qu'ils ont 9 sur 10. Mais il a 9 sur 10. Mais dans les faits, tu vas voir qu'il n'a pas travaillé pour 9 sur 10. Mais il a 9 sur 10. Comment un jour vous pouvez dire que lui, il ne mérite pas un avancement parce qu'il n'a pas travaillé? Je dis ça, je ne dis rien. Mais si vous observez, c'est ça. On est un système, les gens ne veulent pas appliquer les textes. Sinon, si on appliquait bien les textes, je vous assure que nos députés peuvent prendre 6 mois de congé. Hein. Une dernière question, c'est-à-dire que ici, c'est l'agent lui-même qui se note et qui signe et qui vient déposer. Non, en fait, le système est très simple. On dit que vous êtes évalué par votre supérieur hiérarchique direct. Oui. La fiche de notation prévoit un entretien. Mais le problème ici, l'entretien n'est pas fait. Et l'entretien doit être fait sur la base des contrats d'objectifs qu'on vous aurait donnés au début. D'ailleurs, 80% des fonctionnaires ne reçoivent même pas ces contrats d'objectifs. Très peu de supérieurs rédigent ça. Il n'y a que les ministres qui ont leur lettre de mission, les SG qui ont leur lettre de mission, les DIRCAB. C'est-à-dire une certaine hiérarchie à ça. Et ça s'arrête. Mais quand on descend, moi je suis avec les élèves fonctionnaires à l'ENAM, ils disent qu'ils n'en reçoivent même pas. Il y en a qui ont 15 ans, 20 ans de carrière, ils n'ont jamais reçu de contrat d'objectif. Donc vous ne pouvez pas l'évaluer. Mais il a une fiche d'évaluation, il a une note qui lui permet d'avancer. Comment il a été évalué? C'est pourquoi l'étude de 2011, ça je n'invente pas, a conclu sur le fait que notre évaluation n'est pas effective. Elle n'est pas du tout effective. Sinon, mais en même temps ça se comprend. Quand vous êtes dans une fonction publique de carrière, où même si vous ne travaillez pas, vous pouvez évoluer, mais naturellement les gens ne feront pas l'effort d'évoluer et d'évaluer. Si c'était une fonction publique de métier, où vous êtes jugé au résultat, mais croyez-moi, notre fonction publique se serait vidée de beaucoup d'hommes et de femmes. Il y avait eu la contractualisation, mais apparemment... Mal appliqué. Et ça a été arrêté. C'était mal appliqué. Vous parlez de la loi 098, je crois. Oui. C'était mal appliqué au C03, je n'ai plus. Mais c'était mal appliqué parce qu'en temps normal, quand on parle de fonction publique de métier, l'État ne recrute pas pour former. L'État recrute quelqu'un qui est déjà prêt. C'est-à-dire la personne vient vendre sa force de travail. C'est pourquoi ça devient un contrat. Et elle prend un salaire en ce moment et non un traitement. Donc vous prenez quelqu'un, vous le formez, vous voulez qu'il vienne signer un contrat? Ce n'est pas possible. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Tout ça, c'est parce qu'on n'était pas bien préparé. Parce que pour avoir une fonction publique de métier, il faut avoir à la base une école qui forme du métier. Il faut avoir une université qui forme du métier. Mais aujourd'hui, à quel métier qui est formé à l'université? Il n'y en a pratiquement pas. Si vous voulez un conseiller des affaires économiques, il faut forcément passer par l'ENAM. Un conseiller des affaires étrangères, il faut passer par l'ENAM, etc., etc. Il faut toujours passer par l'ENAM. Donc on est toujours dans le classicisme en fait de cette formation à l'appel. Alors que si vous regardez bien le système éducatif par exemple et sanitaire avait commencé à suivre ce mouvement en créant des écoles privées de formation. Oui. Ces personnes auraient pu être recrutées directement par l'État, qu'on aurait économisé de nombreux milliards qu'on utilise à former dans les ENEP et les ENSP. Monde politique avec Nicolas Zemané, c'est terminé. Nous vous disons merci. Merci à vous. Merci. Les portes de cette émission vous restent toujours ouvertes. Je rappelle que vous êtes gestionnaire des politiques publiques. Vous avez été conseiller spécial du Premier ministre. Vous avez également été chef du département des affaires politiques, diplomatiques et institutionnelles de la primature. Actuellement, vous êtes enseignant à l'université Norbert Zongo en droit public et en droit de la fonction publique, enseignant à l'ENAM, des institutions administratives comparées. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette émission. Nous vous disons merci, vous qui l'avez suivi. Merci à Joël Eliou de la télévision pour la réalisation et Alphonse Dédu au niveau de la radio. Monde politique, c'est terminé. Nous nous donnons rendez-vous le week-end prochain pour un autre numéro. Merci et bien des choses chez vous.